bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Il commence très très fort parce que Yaya commence déjà à faire le zouave avant même la prise d'antenne. Et c'est d'un pénible de travailler avec lui. Donc nous allons tout de suite le présenter comme ça au moins. Avant même le thème, on va le présenter. Ouais, on va lui donner l'honneur d'être le premier à être présenté. Bonjour Yaya, comment vas-tu ? Ça va très bien, mon cher Flav. Content de retrouver tous nos auditeurs en ce jeudi matin. J'espère que tout le monde va bien. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Tout à fait. Et comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Et nous reviendrons vendredi soir, mais ça, nous en parlerons en fin d'émission. Le thème du jour, avant de présenter les deux autres acolytes, ce sera la QB de quarterback 2023. On va prendre des nouvelles de Bryce Young, de Will Levis, d'Anthony Richardson, de CJ Stroud. On va voir où ils en sont dans leur carrière, comment ils ont progressé, leurs axes d'amélioration. Bref, on va parler un petit peu de nos rookies de l'an dernier, voir ce qu'ils sont devenus. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, comme on part quarterback, on va inviter Yaya. S'il y a un spécialiste des quarterbacks, c'est bien pas lui, puisqu'il sait pas ce que c'est. Mais on l'a invité quand même. J'ai une question. Ça fait quoi d'avoir une franchise qui n'a jamais eu de quarterback qui a gagné 2 Super Bowls ? Je ne sais pas. Donc, avec nous avons également notre fan des 49ers national, notre sommité en termes de quarterback. Lui, il s'y connaît au moins. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Yaya, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour qu'on parle, c'est vrai, de cette QV 2023, puisque maintenant on a un an de recul sur ces rookies qui sont titulaires en club, et ça commence à devenir intéressant, puisqu'on peut tirer, comme tu l'as dit, avec certaines conclusions, des axes d'amélioration, au moins des constats pour chacun. On va discuter de tout ça. Et celui qui s'y connaît en quarterback, parce que sa franchise en a recruté un cette année, et on a même drafté un au premier tour, tellement elle aime les quarterbacks, c'est celui qui est toujours dans le coup, c'est mon ami Jordan. Salut Jordan, comment ça va ? Salut Flav, ça va super et toi ? Ça irait mieux si tes Falcons nous avaient pas battus, mais bon. Oh, quel bonheur. J'ai exulté, je préfère te le dire, j'ai exulté sur le coup de pied de coup, évidemment. C'était comme quoi, fantastique. avec 6 millions sur un kicker, des fois, ça paye. Mais tu peux reconnaître auprès de toute l'assemblée des fans de Tailgate que j'avais annoncé le coup de pied vainqueur avant même le début du drive, ce qui est quand même... Effectivement, tu as tout à fait raison. Tu avais annoncé le coup de coup ? J'avais annoncé le coup de coup. Et c'est bien ce qui me semblait. On en a pris un coup derrière les oreilles, pour le coup. Bon, les amis, on va commencer par l'ordre. On va faire dans l'ordre de la draft de l'an dernier, comme ça, ce sera plus simple. Avec le cas qui est peut-être le plus problématique en ce début de saison 2024, c'est le cas de Bryce Young, ancien numéro 1 donc de la draft 2023. Bryce Young chez les Panthers de Caroline. Jordan nous a quittés, mais il va nous rejoindre. Il va revenir tout de suite. Donc Bryce Young, peut-être Bryce Young, qui a connu une saison 2023 particulièrement compliquée. Il y a 2 victoires, 15 défaites. Rien ne s'est passé comme prévu en 2023 pour Bryce Young, et malheureusement, ça a commencé un peu pareil en ce début de saison 2024. Je dirais que c'est même pire, puisqu'il s'est fait bencher au bout de 2 matchs. J'ai pas envie de l'accabler, ce pauvre Bryce. Il a été mis au premier rang parce qu'on avait vu des choses. Un quarterback sorti de Alabama, et on sait que la transition pour les quarterbacks d'Alabama, l'université d'Alabama, vers la NFL est extrêmement compliquée, voire désastreuse. Oui, tout à fait. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a un exemple typique de comment une franchise peut flinguer un quarterback. Alors, on va drafter au premier choix. Mais si tu mets pas les ingrédients avant, c'est-à-dire que si tu n'as pas de ligne, si tu n'as pas de skills player, si tu n'as pas un coach qui est là pour développer, tu vas exactement là où on est allé, c'est-à-dire dans le mur. Et je dirais même plus, tu vois le mur approcher, qu'est-ce que tu fais ? Tu rétrogrades pour mettre encore plus de puissance et pour frapper le mur encore plus fort. Je pense que oui, il n'a peut-être pas le niveau
pour être un premier draft, mais je pense qu'il a le niveau dans une équipe qui fait les choses autour de lui pour pouvoir être un quarterback de système au minimum, voire décent. Donc, mettre un quarterback, pour moi, et ça va être central, je pense, pendant toute notre discussion de la soirée, c'est comment faire quand on a un projet quarterback pour le développer. Et j'ai peur que si tu tombes dans le mauvais endroit au mauvais moment, bah, il se passe ce qui s'est passé avec Bryce Young, où le pauvre, il se fait désosser. Donc voilà. C'est souvent le problème, hein, notamment pour les premiers choix de draft, c'est qu'on se retrouve avec des joueurs qui vont forcément dans des équipes qui sont moins bonnes, qui sont moins huppées, qui ont des problèmes un petit peu partout. Alors là, ça a été la ligne, ça a été, comme tu le disais, les skills players, et quand ils se retrouvent parachutés comme ça directement titulaires dès la première journée, bah, ça amène parfois, Jordan, à des catastrophes, et Bryce Young est pas loin d'en être une quand même. Bah, en fait, je sais pas si c'est Bryce Young qui est une catastrophe ou si c'est les Panthers. À mon avis, les torts sont partagés, mais enfin bon. Voilà, non, c'est mon point de vue. En fait, le problème, si tu veux, des quarterbacks qui sont draftés très haut, c'est que souvent, ils sont draftés dans des équipes dysfonctionnelles. Et que donc, il y a un cycle, ils arrivent, on met beaucoup d'espoir en eux, l'équipe est pas top, ils se prennent des défensives, des défenseurs pleine balle, 16 matchs pendant 1 à 2 saisons, en fait, et ils ont plus la confiance, ils ont plus le physique, parce que bizarrement, manger des gens pleine tête, ça fait mal. Qui aurait pu le prédire? Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, on veut trop et trop rapidement, en fait. C'est un peu d'ailleurs ce que disait Tom Brady. En fait, il disait, en vrai, moi, j'ai pendant 2 ans, je crois, appris le métier de quarterback avant de le faire, ou 1 an, ouais, voilà, je sais plus. J'ai appris en gros le métier avant de le faire. Et aujourd'hui, en effet, les mecs sont titulaires week 1 de leur première année dans des équipes qui sont souvent dysfonctionnelles. Ils ont beaucoup d'attentes et en fait, tu te rends compte que bah ils peuvent pas et voilà. Tom Brady a aussi dit quelque chose dans cette déclaration. On a oublié toute la partie où il critique aussi le système NCAA qui, Ouais, effectivement, t'as raison. Qui, en fait, avant, était une usine pour apprendre le métier. Comme tu apprenais n'importe quel métier, tu étais sportif et c'est un métier qui s'apprend. Aujourd'hui, les facs étant à la recherche du profit, parce que les programmes aujourd'hui cherchent à enrichir uniquement les universités et les présidents d'universités, donc sont des vitrines. Donc on met en avant des gamins qui en plus ne sont pas payés. Maintenant, ça change un petit peu. Ça s'assouplit un petit peu, on partage un peu les richesses, mais du coup, en fait, les systèmes sont devenus justement des usines pour se faire drafter et pour avoir les meilleurs joueurs, pour pouvoir promouvoir et recevoir des donations de la part des anciens qui financent les universités. Et donc, du coup, on met plus... c'est plus des projets, les enfants. Les enfants, je parle des enfants parce qu'ils ont entre 18 et 22 ans, et c'est vraiment ça, c'est plus des projets. On leur apprend plus le métier, c'est-à-dire qu'on va pas... Ils arrivent à la sortie du lycée, de la high school, et en fait, la fac est un marchepied. Donc, on les met en avant. Il y en a même certains qui ne jouent pas, suivez mon regard du côté de Chicago, pour pas faire baisser leur cote. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et du coup, ils arrivent, ils sont pas NFL ready. On a parlé d'équipes dysfonctionnelles tout à l'heure, Seb, avec les Panthers. Alors c'est vrai que c'était pas la plus grosse équipe, mais il faut quand même rappeler un petit peu, remettre tout en perspective. C'était pas non plus l'équipe qui devait avoir le premier choix en 2023. C'était pas la pire équipe de la saison d'avant. Ils ont acheté, si j'ose dire, ce droit aux Bears de Chicago en leur échangeant des tours de draft. Finalement, Bryce Young, est-ce qu'il est vraiment tombé dans la pire équipe de la ligue ? Alors, tu as raison de le rappeler, puisque si ma mémoire est bonne, en 2023, Carolina, au départ, ils ont le 9e pick, Ouais. et effectivement, ils trade up pour obtenir le premier et pour aller chercher une des futures merveilles annoncées de la ligue, sachant qu'à ce moment-là, la question était de savoir qui, entre Bryce Young et CJ Stroud, serait drafté premier et qui serait drafté numéro 2. Bon.
L'histoire nous a renseigné depuis, ce fut Bryce Young. Je suis retombé, en faisant mes recherches, sur un article de Sports Illustrated qui évaluait justement, juste au milieu de la pré-saison, qui demandait aux équipes leur avis justement sur leur QB rookie. Et alors Bryce Young, alors évidemment, aucune équipe va dire non, en fait, on a drafté un tocard et le type s'est à peine lassé ses chaussures, faut lui expliquer dans quel sens il doit mettre son casque, c'est une catastrophe. Non. Mais par contre, Bryce Young, il avait tout. Il avait la vision, il avait le professionnalisme, il comprenait le jeu, il respirait le football, il passait des heures sur les films. Alors, je suis certain que il est très professionnel, Bryce Young, ça je le. Par contre, tout ce qui nous sort sur la vision du jeu, etc. Franchement, c'est de la flûte. Clairement, il n'est pas prêt. Alors certes, il est peut-être pas arrivé à l'époque dans la pire équipe de la ligue, mais il faut reconnaître que il n'est pas très très bien entouré. Son meilleur receveur, c'est quand même Adam Thielen qui a 34 ans quand il est drafté, si ma mémoire est bonne. Quand il est arrivé à Carolina, oui. Se drafté à 34 ans. Quand Bryce Young est drafté, pardon, et Adam Thielen arrive à Carolina, la même année, Thielen a 34 ans. Je me suis mal exprimé. Tu as raison de me reprendre. Et alors, quelques chiffres sur sa première année, 59,8% de complétion, c'est pas assez. 2877 yards pour un rookie, on peut dire que c'est décent. 11 touchdowns, 10 interceptions, et un bilan de 2 victoires et 14 défaites puisqu'il a joué 16 matchs sur les 17. En 2024, en 2 matchs, son pourcentage a baissé, il a 55,4 yards, il a lancé 245 yards en 2 matchs, ça fait 120 yards par match, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 0 touchdown. On dirait des statistiques de quarterback des Dolphins. On dira pas duquel. On dira pas lequel. 0 touchdown, 3 interceptions, 13 points marqués seulement offensivement. Moi, j'ai l'impression qu'il a régressé. Et donc là, dès le deuxième match, il s'est fait bencher au bénéfice d'Andy Dalton, donc, qui avait été recruté justement en tant qu'assurance. Dans ce cas-là, alors le discours officiel, comme nous l'avaient rapporté notamment les médias, c'est que c'était une opportunité d'apprendre derrière Dalton, que ça le permettait de le retirer un peu du jeu et d'alléger la pression sur lui. On a parlé de la protection et des sacs. C'est vrai qu'en 2023, il prend quand même 62 sacs, le pauvre garçon, en 16 matchs. Je vous laisse faire le calcul, c'est cauchemardesque. Cette saison, en 2 matchs, il a pris 6 sacs. D'accord ? Là, Andy Dalton, il a fait 2 matchs également. Vous savez combien de sacs il a pris ? 0. Attends, je réfléchis, c'était Cincinnati et Las Vegas, c'est ça, si 2. je dis pas de bêtises. 2, ouais, 1 ou 2. 2. Et devant lui, c'est les mêmes qui bloquent. Donc, et puis c'est pas des brels non plus dans le pass rush. T'as quand même du Max Crosby à Las Vegas, t'as du Trey Hendrickson, même s'il a pas joué tout le match à Cincinnati. Il y a quand même de quoi faire. Il y avait quand même de quoi faire en matière de pass rush à contenir. Donc, tu as aussi ce problème, très certainement, d'un quarterback qui s'accroche trop à son ballon, et certainement qui s'accroche trop à son ballon parce qu'il est en panique et qu'il est perdu. Et je peux vous assurer une chose, c'est que la trade deadline, elle est dans un mois, elle est le 5 novembre, si ma mémoire est bonne. Je vous assure que jusqu'au 5 novembre, Bryce Young, on va nous l'annoncer partout. Alors, ce sera fondé ou pas, ce sera les rumeurs et les bruits de couloir habituels, mais là, Jay Glazer de Fox Sports, il annonce, sans les nommer, qu'il y a au moins 4 clubs qui se seraient manifestés pour le récupérer. Moi, je suis pas sûr que ça augure de très bonnes choses pour son avenir, au garçon. Alors, il pourrait d'ailleurs, dans les clubs intéressés, il pourrait y avoir notamment Las Vegas qui cherche un quarterback parce qu'avec Gardner Minshew, c'est pas forcément le top encore en ce début de saison. Donc, ça a parlé du côté de Vegas notamment. Est-ce que finalement ce choix de Dave Canales, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a un changement de coaching du côté de Carolina depuis l'an dernier, est-ce que ce choix de Dave Canales de dire au bout de 2 matchs, on arrête les frais, on dit stop, terminé, Bryce Young, on le met de côté pour éviter. Alors effectivement, il y a eu cette histoire de mise à l'abri. Alors on y croit pas, mais est-ce que finalement c'est pas lui avoir rendu service, quoi ?
Alors, Dave Canales, je vais me permettre, parce que tu as raison, c'était un point. Dave Canales, je pense qu'il essaie de sauver son job. Parce que Carolina, ils ont quand même, le proprio, il a quand même une certaine tendance, c'est à virer les coachs au milieu de la saison. Oui, Frank Reich, Frank faut Reich, rappeler, a été viré l'an Frank dernier. Reich, petit ange parti trop tôt. Moi, je pense que Dave Canales, au-delà de sauver Bryce Young, il veut surtout sauver son job et que là, il est déjà en train de sentir le souffle chaud du boulet de canon qui caresse ses fesses de façon sensuelle pour le foot dehors. Mais est-ce que finalement c'est pas, enfin, alors je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a un intérêt personnel aussi, mais est-ce que pour Bryce Young, il n'y a pas aussi un intérêt parce que tu te dis, si jamais il est mis de côté, ce qui est en train de se produire, c'est à savoir qu'Andy Dalton réussit plutôt pas trop mal, et en tout cas bien mieux que Bryce Young, parce qu'il y a la victoire à Las Vegas, mais aussi cette défaite contre Cincinnati, où alors j'ai plus le score en tête, mais il y a plus de 20 points de marqués. Donc c'est déjà bien mieux que ce qui était produit offensivement par les Panthers depuis le début de saison. Finalement, s'il est tradé dans une autre équipe, peut-être qu'il va réussir ailleurs, Bryce Young, on n'en sait rien. Et puis, il aura peut-être sauvé sa carrière, tout simplement. Moi, je pense que malgré tout, l'idée première, effectivement, de protéger son job, oui. Protéger son vestiaire, parce que si tu gardes toujours ta confiance dans un quarterback qui ne fait pas le taf et qui n'est pas là, qui n'a pas la confiance du vestiaire, tu vas te mettre, en tant que coach, tu te mets le vestiaire à dos. Donc là, tu fais un statement en disant, les gars, je suis avec vous, si je dois prendre des décisions, je les prends. Et également, si à côté, il y a des joueurs qui font pas le job, je n'hésiterai pas. Donc ça met une certaine pression sur le vestiaire aussi. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, au bout d'un moment, il faut le protéger, ton quarterback. Il est dans un état tellement vulnérable que il est presque capable de trébucher en rentrant sur le terrain. Il faut, pour lui, à mon avis, cette respiration, et surtout avec un mentor comme Andy Dalton qui pourra lui dire, regarde, tu vois, maintenant, tu as mis les choses dans le désordre. Et bien maintenant, tu vas le faire dans l'ordre. Regarde comment on fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur une remise à zéro en se disant, finalement, il va apprendre un an derrière Andy Dalton? Peut-être pas un an, mais il suffit que, tu vois, parce que toi, tu l'as bien connu, Andy Dalton, il a été capable de faire des bons matchs. Malheureusement, je l'ai connu. Oui, voilà, comme des matchs complètement fantomatiques. On se souvient de cette superbe vidéo avec lui en train d'essayer de plonger d'un côté. Voilà. Ouais. Et je pense que malgré tout, il peut... ça peut revenir d'ici fin de saison. Une fois que il n'y aura plus d'enjeu, tu peux peut-être essayer de le remettre en selle pour voir ce qu'il a quand même dans le ventre. Et voilà. Avec une équipe qui a plus confiance d'ailleurs. On est d'accord que pour Bryce Young, il reste ces deux choix, soit apprendre derrière Andy Dalton et rester encore un petit peu à Carolina, ou être tradé quelque part d'ici la fin de saison, et même possiblement, comme tu le disais, Seb, d'ici le 5 novembre. C'est les deux choix qui restent. Je pense pas que dans 2 semaines, même si ça tournait mal, Dave Canales va dire, finalement, on rechange tout, on remet Bryce Young, et puis on remet Andy Dalton sur le banc aussi. Ce serait quand même assez... Pardon, vas-y Jordan. Non, je disais que perso, j'avais du mal à y croire sur le fait qu'ils remettent Bryce Young. Après, moi, je suis moins d'accord avec vous, en revanche, c'est que je pense que surtout, Dave Canales, en benchant Bryce Young, il protège aussi son asset. Vu les matchs que faisait Bryce Young, il perdait clairement de la valeur. Si tu es dans l'objectif de le trade, et vu surtout ce qu'ils ont investi pour l'avoir, ils veulent peut-être aussi essayer de maximiser ce qu'ils pourraient avoir en retour. Tu n'échanges pas un quarterback qui, entre guillemets, a fait 2 mauvais matchs en début de saison, comme tu échanges un quarterback qui a fait 8 mauvais matchs. Tu voulais ajouter un truc, Yaya ? Non, du tout. Je croyais que tu levais la main. Non, pas du tout, mais ça s'entend malgré tout. Là, aujourd'hui, si tu le trades, tu perds tout, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux récupérer pour ça ? Un second tour. Ouais. Un second tour ? Quand tu vois que c'est le prix de Davante Adams. De Davante Adams ? Oui, mais Davante Adams, t'as un contrat avec qui est horrible.
Ah ça oui, ça t'as un contrat. Ouais. Oui, mais Bryce Young, l'année prochaine, il te coûte 8 millions, tu vois. C'est pas pareil. ouais, mais enfin voilà, mais au moins tu peux. Il sera en contrat rookie encore 2 ans, oui, Bryce Young. Oui, mais tu peux le mettre à sa cinquième option. Ouais, mais alors, en plus, 3 ans, pas trop cher, tu vois. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, tu gambles, quoi. Là, c'est un gros pari, quand même. Même un deuxième tour. Moi, je préfère Après, ça dépend. Si tu es une équipe de reconstruction et que tu as vu quelque chose chez Bryce Young, pourquoi pas. Mais je vois pas qui est assez fou pour y aller, quoi. Tu parlais des Raiders. Pour moi, les Raiders, c'est un cas intéressant. Les Raiders, l'année dernière, ils voulaient Michael Penix, qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'ils ont drafté après les Falcons. Donc, ils se sont rabattus sur Brock Bowers. Aujourd'hui, ils sont à 2-2. J'ai regardé le calendrier des Raiders. Ils doivent jouer les Jaguars, ils doivent jouer 2 fois les Broncos. Ils ont encore, comme ça, voilà, quelques équipes. Ils ont les Giants ou pas? Non, histoire d'avoir une victoire facile. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui va sans doute viser un plancher, on va dire, à 5-6 victoires. Donc, à 5-6 victoires, en NFL, tu es en dehors du top 5. En règle générale, les meilleurs quarterbacks sont passés. Ouais, mais on va en reparler de ça, parce qu'aujourd'hui, ils auront, l'année prochaine, s'ils trade Adams, ils auront 100 millions en cap space pour récupérer des free agents. Il n'y a pas de QB intéressant à la free agency à date. Par contre, tu as des trucs très intéressants chez les receveurs. Tu as Keenan Allen notamment. Il y a d'autres aussi, j'ai plus les noms, mais enfin bon, bref, voilà. En fait, tu peux monter une équipe assez intéressante. Si tu prends un Bryce Young, tu as peut-être une meilleure garantie que si tu prends un quarterback milieu de premier tour ou deuxième tour, tu vois. Ouais, mais pour notre ami Bryce Young, de mémoire, la ligne offensive des Raiders, pour reprendre l'expression consacrée, c'est pas fifou. Non, mais là, pour le coup, par contre, si tu prends Bryce Young, tu peux réutiliser ton 13e, enfin, je sais pas, ils auront sans doute entre le 8 et le 15e choix de draft, tu vois, vers là. Tu peux utiliser ce choix de draft là pour aller drafter un tackle, par exemple. Il y en a 2 là chez LSU qui sont pas trop mal, qu'on annonce dans ces eaux-là. Il y a celui d'Alabama aussi. Enfin, tu vois, et donc en fait, tu peux aussi voir comme ça, te dire, je ne perds pas mon premier tour de draft sur un QB, je récupère Bryce Young pour pas grand-chose. Et potentiellement, en fait, je construis mon équipe via la free agency parce que j'aurai de l'argent et via la draft en draftant à un autre besoin. Ça s'entend. On va faire un podcast spécial Bryce Young, en fait, finalement. Non, mais en fait, je trouve que c'est comment dire. C'est vrai, on va parler des autres et ça sera leur situation est bien différente, je trouve, celle de Bryce Young. En tout cas, à mon point de vue, on le blâme beaucoup. Mais je vais vous dire ce que je pense de Carolina. Carolina est une franchise qui travaille très mal, mais qui a eu la chance d'avoir Cam Newton. Ce qui a globalement, on va dire, pendant cacher la misère, quoi. Cacher la misère, effectivement. Mais la réalité, c'est que... Et CMC. Ouais, aussi, ouais. Mais la réalité, c'est que David Tepper est un propriétaire très nul, qui ne comprend rien. Mais il a donné 3 millions pour l'Ouragan. C'est génial. J'en suis ravi. Mais en tout cas, factuellement, depuis qu'il a racheté la franchise, elle est nulle. Voilà, faut le dire. Et tu mets Bryce Young, tu mets Drew Brees ou tu mets Tom Brady dans une franchise qui travaille mal, tu auras des mauvais résultats. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'était le billet d'humeur de Jordan. Mais un peu, mais en fait, tu vois, c'est trop facile de dire. Un bonjour aux fans des chatons. Non, mais si tu regardes bien, ils ont eu Sam Darnold. Sam Darnold, tout le monde disait qu'il était horrible en ce moment. Il s'en sort pas trop mal. Ils ont eu Baker Mayfield. Tout le monde disait qu'il était horrible. Et en fait, il s'en sort pas trop mal. Et tu as des franchises, structurellement. Les Browns en font partie. Les Jets en font partie. Même si là, avec Aaron Rodgers, ça va mieux. J'en suis désolé. Ce sont des franchises qui prennent des QB. Elles les rincent. Et quand ils vont ailleurs, ils vont mieux. On va passer au deuxième quarterback de notre liste, Monsieur Coleridge Bernard, qu'on connaît le plus sous le nom de CJ Stroud, le quarterback oui, personne ne savait qu'il s'appelait Coleridge Bernard, hein, en vrai. Bah, oui, c'est son vrai prénom, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. CJ Stroud, donc 4e du nom, en plus, hein, parce qu'il a un numéro, ça aussi on l'a oublié, mais bon, il a un numéro 4. C'est le quarterback des Houston Texans, drafté en 2e choix l'an dernier. Pour CJ Stroud, tout s'est bien goupillé, Seb, lors de sa première saison. Il a été élu rookie de l'année.
tout s'est bien passé, tout s'est bien goupillé. Il a emmené Houston là où personne ne pensait qu'on pourrait les emmener après seulement une saison. Et le fait est que dans cette deuxième saison, alors on a entendu beaucoup de commentaires disant c'est moins flamboyant, c'est moins fou. Alors qu'en fait, si on prend statistiquement, CJ Stroud est toujours aussi bon. Ouais, il est toujours aussi bon et même, j'ai envie de dire, j'ai même l'impression que ça progresse. 2023, sur sa saison complète, 63,9% de réussite, ce qui est parfaitement dans les standards de la ligue. 5400 yards lancés, c'est complètement fou. 23 touchdowns et 5 interceptions. Tout ça en 15 matchs joués. Il a encaissé 38 sacs, dont, et c'est important de le noter, 11 sur les 2 premiers matchs. Donc ça veut dire qu'en plus, cette année-là, son équipe a su faire ce qu'il fallait pour s'adapter et le protéger. Et là, en 2024, en 4 matchs, c'est 3 victoires, 1 défaite, 67,6% de progression. Donc c'est 67,6% de taux de complétion de passe, donc c'est en progression. Déjà 1054 yards de lancer, 6 touchdowns, 2 interceptions. Alors moi, je veux bien entendre que ce soit moins flamboyant parce qu'il y a eu une défaite et que je pense qu'on a peut-être aussi des souvenirs un petit peu trop, un petit peu trop enjolivés de la saison dernière de Houston, tellement parce qu'on a quand même tous été émerveillés à un moment ou à un autre. Young l'année dernière, Stroud l'année dernière, décidément, il joue 15 matchs, c'est 9-6. Bilan honorable, mais il n'y a pas non plus de quoi vraiment sauter au plafond, tu vois, malgré la performance. Et là, faut être un petit peu... je ne vais pas utiliser l'expression qui me passe par l'esprit, mais il faut vraiment raticoiner sur pas grand-chose pour estimer que c'est... moi, je veux bien entendre que c'est moins flamboyant, mais pour le moment, à quel moment tu dis que c'est moins bien? À quel moment tu te dis que à Houston, ils ne pourront pas répéter l'exploit de la saison dernière? Parce que là... Surtout dans la division où ils sont. Surtout mais en plus... Il y a les Jaguars. Non, pardon, j'allais dire il y a les Jaguars, mais non, en fait. Là, à mon sens, ils ont l'air sur la voie toute tracée. Après, il peut se passer beaucoup de choses. On n'est qu'à la 4e journée. Mais bon sang de bonsoir, jusqu'ici, moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est quand même assez probant. Ça perd l'hypopète, comme dirait l'autre. Mais ça perd l'hypopète. Bon sang de bonsoir. Alors, je rajoute une stat que t'as pas donnée, c'est le nombre de yards par match. C'était 273,9 l'an dernier, c'est 263,5 cette année. Donc, grosso modo, on est dans le même étiage. C'est à 10 yards près. Le rating, 100,8 de moyenne l'an dernier, il est à 98,4 cette année. Donc, autant dire, pareil, on est sur la même zone. Il y a quand même une chose qui a plus que l'an dernier, c'est les sacs. Il en a déjà pris 13 cette année, alors que l'an dernier, il en a pris 38, ce qui est déjà pas mal. Sur la saison, 13 en 4 matchs, on est sur une base de, si je calcule bien, fois 4, ça va faire du plus de 50 à la fin de la saison, quoi. Ce qui peut faire beaucoup. Yaya, toi, tu n'avais pas l'air émerveillé. Quand Seb a dit émerveillé, t'as fait ta tête de oui, mais il est Daniel. Ça rabat-joie. Il est chafouin. Alors, et puis ça fait plusieurs années qu'il regarde jouer Daniel Jones. Je veux dire, c'est sa tête de jouer Daniel Jones réussir une passe de touchdown. Donc ça va pas, c'est pas normal. Ok. Cette attaque est complètement gratuite. Absolument. C'est même. Il ne plus que tu la payes en plus. Et la gratuité est revendiquée. Je vais vous la payer en salade de phalange, messieurs. Donc, non, c'est pas ça, c'est que je comprends la hype CJ Stroud, mais un peu comme a dit Seb, je trouve que maintenant, c'est cette année où on va voir, c'est l'année de la confirmation. Il est arrivé, il a fait ce qu'on n'attendait pas. Il n'avait aucune pression du côté de Houston, parce que Houston, on les attendait au fond du trou. C'est-à-dire que je vous rappelle que lors de nos grandes prévisions, Madame Irvin, on les avait mis à jouer le fond du trou. Et il se trouve que surtout finalement... toi, d'ailleurs. Non, pas surtout moi. Moi, j'avais dit surtout les Colts. Mais bon, voilà. Bref. Mais c'est une équipe qui... On va y venir après aux Colts, t'inquiète. Ouais. T'excites pas, on y vient. Oh là là. Mais le truc, c'est que là, c'est vraiment cette année, on lui a ramené un running back, on lui a ramené Stephen Diggs, qui est
qui est pas le plus simple à gérer quand on est quarterback, parce que tu peux lui balancer pour 150 yards de 3 touchdowns, il continuera à râler tout le temps. Donc, dans le genre casse-bonbon, pour pas dire autre chose, il se pose. Donc, il va apprendre par rapport à ça. Ça va lui. Mais j'attends de voir la confirmation et ce qu'il va faire sur l'année complète, parce qu'on sait très bien que c'est l'année de confirmation qui est la plus importante. Ouais, mais pour Et- l'instant, il est en train de confirmer. Sur les 4 premiers matchs, Tout il à fait fait. la même chose que Oui, l'an mais dernier. on va voir sur toute la saison, ce que je veux dire. Oui, mais bon. Après, moi, j'étais parmi les dubitatifs, honnêtement, en se disant, OK, il a pris la ligue par surprise. Maintenant, ils savent comment ça joue, comment DeMeco Ryans fait jouer son équipe. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Force est de constater que pour l'instant, il répond aux attentes et j'ai envie de dire, il gagne les matchs qu'il doit gagner. Effectivement, il a perdu contre les Vikings, mais les Vikings sont la bonne surprise de l'année. Les Titans qui d'ailleurs vont avoir les Titans, n'importe quoi, les Texans qui vont avoir Oui. d'ailleurs un match intéressant ce week-end face aux Bills de Buffalo. Ce sera à suivre sur M6+ en intégrale. C'est un petit peu sur ce genre de match qu'on l'attend. On va voir ce qu'il a un peu dans le ventre. Jordan, on va mettre les pieds dans le plat pour toi. CJ Stroud, est-ce que c'est sans conteste le meilleur quarterback de la QV 2023? Alors, en tout cas, c'est celui qui a les meilleurs résultats, de très loin. Est-ce que c'est le meilleur? Difficile à dire, tu sais, faudrait déjà pouvoir Eh oui. définir ce que c'est le Eh, meilleur. voilà. Tu vois. En revanche, moi, il y a C'est quelque pas chose que Daniel Jones. Oui, mais ça, bon. Moi, il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup chez CJ Stroud, mais ce que j'aime beaucoup aussi en fait chez les Texans, et je ne sais pas si c'est DeMeco Ryan ou si c'est le Slowitzki, l'offensive, Slowick, pardon, l'offensive coordinateur. Il faut savoir que les deux d'ailleurs sont arrivés la même année, hein, donc en même temps que CJ Stroud pour le coup. C'est qu'en fait, quand tu regardes un petit peu ce que fait, désolé, je lis un truc dans le chat, c'est dramatique. Bref, quand tu as le droit, alors tu as le droit, Jordan, de demander aux auditeurs une petite pause Ouais. de 10 secondes pour lire le message du chat. Ouais, Parce que, tu vois, ça balance quand même des Daniel Jones est meilleur que Corco. voilà. Voilà. Non, Bon, bref. parce que Et encore on une fois, sait tous les gens pourquoi. n'ont pas le chat interne que l'on a nous sur notre plateforme d'enregistrement, et du coup ils se demandent pourquoi des fois on est déstabilisé par les âneries plus grosses que lui que Voilà, Yaya peut donner. Donc maintenant on va les balancer, les âneries. Et la blague des léopards, la prochaine fois, elle sera lancée aussi à l'antenne. Il n'y a aucun non, pas problème. Il n'y a aucun problème, tu vois. Donc les gens vont comprendre avec quel animal on est forcé de travailler. Oui, c'est ça. Non, On mais va faire voilà, tomber la fraude. mais merci en tout cas de faire ton rôle et d'un petit peu recadrer, on va dire, les éléments les plus perturbateurs de cette assemblée. Merci. Moi, du coup, je vais reprendre. En fait, tous les designs des Texans sont, je trouve, mis en place pour que CJ Stroud ait toujours une option évidente à la passe à prendre. Et c'est comme ça que tu mets ton quarterback en confiance. Ça va être un peu différent quand on va parler des Colts, où Richardson est légèrement obligé de faire un miracle à chaque play. Mais ce qui d'ailleurs pour le contenu est incroyable, hein, je précise. Mais en fait, c'est une vision efficace du football où CJ Stroud, il te fait pas toujours des big plays de 40 yards, mais il a toujours, ça peut être un fullback, ça peut être un receveur, etc., qui va être à 5 yards un peu démarqué, à qui il va pouvoir facilement passer le ballon, en fait. Et force est de constater que cette stratégie marche pour CJ Stroud, marche pour les Texans, hein, manifestement. On le sait, hein, le foot, c'est un jeu de gagne-terrain. Si tu arrives à récupérer 3-4 yards à chaque tentative, tu t'en sors pas trop mal. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que l'un de vous voit, on va commencer par cette première question, voit un jour CJ Stroud MVP? Et déjà la saison dernière. Il était dans la discussion. Oui, il était dans la discussion. Ce qui était étonnant, je ne vais pas revenir là-dessus, ce qu'on on a parlé. Ce qui est historique, étonnant au point de vue historique, hein, j'entends pas au point de vue performance, mais je vois pas pourquoi la porte lui serait fermée. Surtout que si tout va bien, je rappelle qu'il n'est que dans la 2e année de sa carrière, il est censé avoir quelques années devant lui.
si tout se passe pour le mieux, et c'est Et tout le puis, bien qu'on lui souhaite. il est entouré de receveurs jeunes. En plus, faut pas oublier que Nico Collins, Tank Dell, etc. Alors, il y a Stephen Diggs qui a plus d'expérience qu'ils ont ramené cette saison, mais il a quand même tout un contingent. Et même la défense des Texans se repose sur des playmakers qui sont encore jeunes. Donc, il y a de quoi faire encore sur les prochaines années pour Houston. Même de quoi renforcer sur encore 1 ou 2 ans, parce que forcément, ils vont tout payer ces joueurs-là en contrat rookie encore. Donc, bon, ça va être plus intéressant. Et deuxième question. Est-ce que quelqu'un les voit amener Houston au moins jusqu'au Super Bowl? J'ai pas dit gagner le Super Bowl. J'ai dit aller au Super Bowl. Est-ce que je peux répondre Vas-y. Alors, je vais d'abord répondre à ta première question. Moi, là-dessus, je vais être un peu mesuré parce que déjà, une carrière, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des bad beats assez rapides. Sans jeu de mots, bien sûr. Le dernier quarterback qu'on a... C'est toi qui l'aurais fait le jeu de mots. Nous, c'est pas notre genre. Hein. Oui, le dernier quarterback de Houston qui aurait pu être l'élu, un peu comme Anakin. Et ben en fait, c'est Deshaun Watson et on voit comment il a fini. Donc, il y a cette jurisprudence. Il n'y a pas les mêmes affaires non plus. Oui, mais on ne savait pas à l'époque non plus. Oui, non, mais bien sûr. Donc, voilà. Donc, attention, moi, c'est par rapport à ça. Sinon, amener au Super Bowl, je pense que cette équipe ne fait pas toutes les mêmes erreurs. Je pense que oui, ils peuvent y aller, mais il faut qu'ils continuent à renforcer. Ils sont à l'étage de ils sont au deuxième étage de la fusée. Il faut encore en mettre 2 ou 3. Jordan, est-ce que tu vois MVP ou Super Bowl? Alors, en fait, le problème, c'est que le foot est un sport profondément injuste, où les franchises ont des fenêtres pour être contender relativement restreintes. Et comme tout, des fois, se joue sur un match, je veux dire, Josh Allen, qui est néanmoins très bon, n'a pas, par exemple, amené les Bills au Super Bowl, même quand il a fait des très bonnes saisons, tu vois. Donc, c'est difficile, d'autant plus que les Texans ont quand même pas de chance, parce qu'ils sont dans la FC, que dans la FC, pour l'instant, il y a Baltimore, il y a Kansas, il y a les Bills aussi, d'ailleurs. Hein, ça fait quand même 3 gros candidats pour aller les taper en divisional ou en conférence. Il y a Jacksonville aussi. Il y a Jacksonville aussi. Ouais, ça c'est bizarrement moins, tu vois. Moins flippant. Ouais, moins flippant, ouais. Non, mais donc voilà, donc pour l'instant, c'est sûr que te dire Super Bowl, pas Super Bowl, je pense que l'équipe a l'effectif pour. CJ Stroud a sûrement, en tout cas, le niveau pour. Après tout, Joe Flacco l'a fait. Hein. Attends. Joe Elite Flacco. Alors, on allait avoir une très belle transition entre Joe Flacco, Indianapolis et Anthony Richardson, tu vois, mais je suis obligé de rajouter un élément avant sur CJ Stroud. Mais la transition était bonne. Ouais, écoute, j'ai tenté. Non, voilà, et pour le MVP, tu sais, le truc problème du MVP, c'est que tu as aussi la hype qui joue un peu. Il l'a. Pour l'instant, il l'a. Malheureusement, est-ce que c'est lui qui l'a le plus? Je sais pas, tu vois. Moi, de toute façon, bon, l'étude de MVP, il y a quand même des très grands quarterbacks qui en ont jamais eu, n'est-ce pas, Flav? C'est pas moi, hein, le grand quarterback qu'on ait jamais eu. On est bien d'accord. Je suis pour rien. Hein, tu prononces bizarrement Eli Manning. Mais il n'y a jamais eu non plus, je savais pas. Je savais pas que c'était un grand quarterback, alors. Comme c'est beaucoup de trucs, j'étais ignorant. À lui tout seul, il a plus de Super Bowl gagnés que les Saints et les Falcons réunis. Tu l'as revexé. T'as noté au moins qu'hier, j'ai fait un article sur Jason Peters et j'ai prononcé le nom d'Eli Manning dans l'article, tu vois. Non, parce qu'il est de la même classe de draft, 2004. Oui, tout à fait. Tu vois. Donc, tu vois, sauf que lui, il joue encore. Dieu merci, Eli Manning ne joue plus parce que déjà qu'on se le tape tous les jours en vidéo, alors bon, s'il joue encore, je t'en parle même pas. Philippe Rivers, cette clave de... Oui, Philippe Rivers. Et Ben Roethlisberger aussi. Eh oui. Donc voilà, tout ça pour te répondre que le titre de MVP ne fait pas la qualité d'un joueur. Voilà. Tout à fait. Voilà. Eh bien, le saviez-vous? Notre ami Coleridge Bernard Stroud IV, CJ Stroud, est né le 3 octobre. C'est donc, en ce jeudi,
son anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, CJ. Et un joyeux anniversaire à CJ Stroud, qui a Voilà. 23 ans en ce jeudi. Donc, On sait qu'il nous souhaitez-lui écoute. tous un joyeux anniversaire. Et s'il nous écoute, eh ben, on lui souhaite un très très bon anniversaire à CJ. Voilà, ça nous fait Je plaisir. propose qu'on lui envoie le podcast en message Oui, privé. bien sûr. Ou qu'on lui chante un petit joyeux anniversaire en anglais, ça lui fera très plaisir. Mais comme je ne suis pas bilingue, dommage. Alors, on passe on reste dans la même division, hein, dans la FC Sud, et on passe aux Colts d'Indianapolis avec Anthony Richardson. Alors, Anthony Richardson, c'est peut-être le quarterback de la QV 2023 qu'il est le plus difficile d'analyser. Jordan, pour cause, c'est celui qui a le moins joué, puisque l'an dernier, il était blessé. Ouais. Et cette année, il est blessé. Effectivement, pour le coup, Anthony Richardson, donc l'année dernière, il a fait 4 matchs. Là, cette année, avant de se blesser, là, cette année, il a fait 4 matchs, il est indiqué comme questionable. 3. Ouais, il en a fait 3,5, 3,4. Il est indiqué comme questionable donc pour le match à venir. Je crois qu'il joue les Jaguars, non, ça, si je me trompe. Je sais plus. Peut-être je me trompe en vrai. Oui, si, c'est ça, c'est les Jaguars. D'accord, bon, je me trompe pas du coup. Non, moi j'aime bien Anthony Richardson parce que, enfin, je trouve qu'honnêtement c'est un peu le contenu quand même, tu vois. Pour YouTube c'est vachement bien. Il est obligé de faire à peu près des miracles à chaque play. Bon, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est qu'en général, les quarterbacks comme ça qui ont tendance à courir beaucoup, ils ont une durée de vie assez faible. Hein, c'est malheureux à dire, mais c'est souvent des quarterbacks qui ont tendance à se blesser. Puisque je le rappelle, hein, mais étonnamment, à manger des molosses de 100 kg pleine vitesse peut avoir des impacts sur le corps. Mais donc voilà, bah écoute, les Colts c'est compliqué. L'équipe est pas très forte. Il arrive quand même à faire des trucs, mais c'est un peu, je sais pas, c'est un quarterback qui est très montagne russe, quoi. Il va te faire le big play, puis après un truc horrible, puis après il va devoir courir pour sa vie, puis après il va te faire une run du diable. Enfin, c'est bizarre. C'est très inconstant en fait. Oui, c'est très inconstant. Et on avait dit malheureusement en début de saison que c'est vrai que c'est un quarterback qui risque beaucoup au niveau de sa santé. L'an dernier déjà, il avait été en difficulté, il avait été blessé une très grande partie de la saison. Et il joue un peu pareil. Et encore une fois, on en a parlé dans le podcast de lundi, c'est que les Colts en plus le renvoie au charbon, quoi. Même quand il est blessé sur un jeu, le jeu suivant, il te le renvoie faire une course suicidaire dans la défense des Steelers, quoi. C'est quand même pas le meilleur moyen pour prendre soin de son quarterback. Bon, Yaya, je te voyais dodeliner tout à l'heure. Ah bah, c'est-à-dire que en fait, dès sa draft, il y avait des vraies questions sur le bonhomme. On sait que du côté de Florida, déjà, il était pas mal blessé parce que, c'est-à-dire que il met la tête là où tu ne mets même pas les pieds, tu mets rien du tout. Ils fonce tête baissée. Épaule en avant souvent aussi. Oui, épaule en avant, tête en avant, enfin tout. Enfin, le gars, c'est un va-t-en-guerre, j'ai envie de te dire. C'est George Bush avec l'Irak. On fonce et on regarde ce qui se passe après, quoi. Donc on détruit tout. Voilà. C'est la politique de la terre brûlée, mais avec son corps. Bon, bah écoute, il est fun à regarder, clairement, mais il y va pas. C'est The Trick Play, je crois, et même on avait fait un podcast avec The Trick Play et beaucoup de gens le disaient, Seb, avant la draft d'Anthony Richardson, on est typiquement dans le cas d'un best or bust, c'est-à-dire de quelqu'un qui peut devenir un énorme joueur en NFL, mais qui peut aussi se brûler les ailes très rapidement. Il y a un mème qui tourne pas mal en ce moment autour de Richardson qui dit quand on regarde jouer Anthony Richardson, vous le regardez jouer un jeu, vous vous dites c'est le jeu le plus extraordinaire que j'ai jamais vu sur un terrain de foot, et le jeu suivant vous dites putain mais qu'est-ce qu'il fait et voilà, ouais, c'est cette expérience de montagne russe. Yaya a raison de souligner l'expérience college parce que c'est quelqu'un qui a joué 13 matchs en tant que titulaire avant d'être drafté. C'est famélique. C'est pas très gros comme expérience. Donc, je pense déjà que. C'est pas un gros échantillon. C'est pas un gros échantillon. Et on a un échantillon qui prend le chemin semblable en NFL. D'ailleurs, puisqu'on parle d'échantillon, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose pour l'évaluer. On a 8 matchs pour être
pour être généreux. Et on va parler chiffres en carrière, deux chiffres en carrière jusqu'ici pour Anthony Richardson. Son taux de complétion de passe est de 54,8 et son rating est de 72,7. Les moyennes de la ligue en 2023, c'était 64,5% de complétion et 89 de rating. Il est loin, il est très très loin. Alors on peut tempérer en disant qu'il n'a que 7, 8 matchs, suivant la façon dont on prend à son actif. Et il se trouve en fait sur une ligne qui est un petit peu compliquée à évaluer. Si on regarde un petit peu de façon plus large, de façon historique, des QB rookies qui se sont trouvés, ou des QB de deuxième année qui se sont retrouvés dans la même situation, parce qu'il y en a eu, dans l'ère moderne, tu as... alors, j'ai trouvé un article d'un journal d'Indianapolis très intéressant là-dessus. Tu as 33 quarterbacks draftés au premier round qui ont eu un rating de 75 ou moins sur leurs 7 premiers matchs. Sur ces 33, tu en as 12, donc un gros tiers, qui sont devenus des starters solides. Et tu as quelques stars, et notamment Donovan McNabb, Andrew Luck pour les plus vieux, ou Josh Allen et Matthew Stafford pour des noms un peu plus récents. Et pour le taux de complétion, depuis 99, tu as 28 first-rounders qui ont eu un pourcentage de 56% ou moins, et 9 d'entre eux seulement ont évolué jusqu'à 60% en carrière. C'est pas de très bon augure. Il y a une seule exception, c'est Josh Allen. Sa première année, son année rookie, il est à 52%, 58,8 en année 2, et il fait un bond à 69,2 en année 3. Et je crois qu'en ce moment, sur la saison, il doit tourner entre 70 et 75%. C'est le fameux quarterback asperge. Le fameux quarterback asperge, voilà, celui qui met 3 ans à pousser. Mais Allen, c'est statistiquement, sur cette catégorie, c'est une exception. Et c'est ce qui me fait dire que Anthony Richardson, sa carrière, elle peut aller comme dans un sens comme dans l'autre. Il a peut-être une marge de progression ou pas. Moi, j'arrive vraiment pas à le lire. Et puis, à côté de ça, il y a ces pépins physiques. Là, ça fait 2 fois en 2 saisons qu'il se retrouve dans la boîte à gants. Je ne sais pas d'ailleurs si son indisponibilité a été donnée. Jordan nous disait qu'il les questionable, on n'a pas beaucoup d'informations. Je sais que Jonathan Taylor s'est pas entraîné ce mercredi en raison d'une blessure à la cheville, mais j'ai pas vu d'informations passer. Alors dans le flot d'informations du jour, c'est possible que je l'ai raté, mais je n'ai pas vu d'informations sur Anthony Richardson. J'ai voulu regarder, je n'ai rien trouvé de probant à ce sujet. Est-ce qu'il faut pas, je crois, si je me souviens bien, la saison dernière, il se fait une commotion et après il se met une épaule dans l'épaule, la boîte. Ouais. C'est l'épaule, voilà. C'est sur l'épaule qu'il est forcé d'arrêter sa saison. Et là, c'est pareil. Alors officiellement, c'est la hanche qui a pris, mais c'est le premier choc parce que sur le deuxième, la tête est vrille quand même bien comme il faut. Moi, au début, je croyais qu'il était sorti sur protocole de commotion. Mais... il se fait bien décapsuler sur cette espèce de course débile parce que en plus. Sur Fitzpatrick, je crois en plus. Oui, c'est Minka Fitzpatrick qui l'allume, mais bon, c'est pas qu'il soit coutumier du fait, le garçon, mais quand même un petit peu. Mais surtout, enfin, quand tu es offensive coordinator, ton QB vient de se faire allumer, il est sorti un jeu, mais qu'est-ce que tu appelles un quarterback scramble? Parce que clairement, le jeu, du souvenir que j'en ai, c'est un scramble. Hein, il est designé pour qui court. Je n'ai pas de solution. Et j'essaie d'en trouver une. C'est pas ça. Ça fait une Zach Edwards. Voilà, c'est le design du jeu. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Je me pose beaucoup de questions sur son avenir, hein, vraiment sur Anthony Richardson. Et je ne veux pas dire seulement son avenir en tant que joueur de football de qualité, sur son avenir tout court, parce que là, sa santé va commencer à devenir problématique. Bon, après, il n'y a pas de problème pour les Colts, puisque derrière, ils ont Joe Flacco. Donc, ça a bien marché pour les Browns la saison. Disons, les Browns étaient très contents de le trouver la saison dernière. C'est quelqu'un qui connaît le boulot. Mais franchement, qui au début de la saison avait envie de voir Joe Flacco jouer pour les Colts? Joe Elite. Oui, Joe Elite Flacco et Daniel Jones c'est meilleur que Kirk Cousins. C'est bon, on sait Gaillard. Mais voilà, franchement, on avait tous envie de voir jouer Anthony Richardson. Oui, c'est sûr. Je sais pas, moi je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui avait envie de regarder, de regarder les Colts. Hein.
Oui, non, mais ça c'est un autre souvenir. Je te l'accorde. On salue Edo des Mousquetaires, on salue tous les fans des Colts qui nous écoutent. Ça en fera Non, plaisir. mais tu sais que j'ai un maillot en plus d'école, c'est fait les deux Tu seules sais que fois. Marc-Angelo Souma, la dernière fois qu'on Ah, l'a eu mais dans le podcast des Mousquetaires, il nous a dit, vous savez, les fans d'école, s'ils souffrent depuis des années, faut être gentil avec eux. Faut les soutenir un peu, parce que si vous les voyez dans la rue, faites-leur des câlins ou un truc comme ça. Est-ce que Ouais. c'est un maillot de Matt Ryan? Effectivement, évidemment. Évidemment. Non, mais ça aurait pu être d'ailleurs, les fans des Colts, je veux le rappeler, qui ont tué Andrew Luck quand il a annoncé la fin de sa carrière. Parce qu'il voulait plus, parce qu'il pouvait plus. Il pouvait plus. Il disait qu'il avait mal partout, tout le temps. Il arrête. Les types le U, la gratitude, quoi. C'est pas ce qui les étouffe. Je vais faire à cheval. Dernier quarterback dont on voulait parler, qui n'est pas un quarterback du premier tour, et pourtant, Dieu sait si. En fait, il a très bien commencé sa carrière, Will Levis. Il a commencé sa carrière dans la fameuse salle d'attente de la draft NFL pendant toute la soirée du premier tour, être le seul à ne pas être appelé. Hein, c'est quand même fantastique. On se rappelle de cette magnifique image où il est tout seul dans cette salle. Bon, pour nous, c'était drôle. Pour lui, sans doute un peu moins. Ça, c'est certain. Ça a inauguré d'une très belle carrière, je trouve. Je trouve que c'était un bon lancement pour la carrière. Il a été choisi le lendemain, au deuxième tour, 33e choix, si je dis pas de bêtises. Par les Titans du Tennessee. Il y a eu ce début de saison avec Ryan Tannehill du côté des Titans en 2023. Puis, on est passé à Will Levis pour les 9 derniers matchs de la saison. Pour un bilan, somme toute, moyen, mais il a été tout de même le quarterback titulaire pour cette saison 2024. On rappelle que Ryan Tannehill n'est plus dans l'équipe des Titans puisque il était en fin de contrat. Will Levis s'est blessé lors du dernier match contre les Dolphins, mais on a quand même eu Callahan qui nous a dit, de toute façon, quand il sera en santé, Will Levis reste le quarterback numéro 1 pour les Titans. Seb, quel est ton avis sur Will Levis ? Alors Callahan lui a dit d'autres choses aussi depuis la touche il y a 2 semaines, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors Will Levis, lorsqu'il a été titularisé en 2023, souvenez-vous, il avait commencé très très fort en lançant 4 touchdowns lors de son premier match. Alors moi personnellement, j'avais été épaté, je me suis dit mais d'où il le sort, lui, il va tout casser. Je pense que j'étais pas le seul à penser ça à ce moment-là. Et puis ça s'est quand même calmé parce qu'il termine au total avec 8 touchdowns en 9 matchs, c'est-à-dire qu'il en aura lancé la moitié sur une seule rencontre et sa première. Après, effectivement, comme tu l'as souligné, Flav, son bilan de sa première saison, il n'est pas déshonorant. 1808 yards, 58,4% de complétion, 8 touchdowns donc, et 4 interceptions, un rating de 84,2. Pour un rookie, c'est somme toute plutôt correct. Cette saison, c'est un petit peu plus compliqué. Le rating a baissé considérablement, 72,8. Et surtout, il a déjà lancé 6 interceptions en 4 matchs pour 4 touchdowns. Et son bilan est d'une victoire et 3 défaites. Alors, par contre, ce qu'on peut retenir pour lui, c'est que son pourcentage de complétion a quand même considérablement augmenté, 10 points. Pile poil, il est à 68,4 pour le moment. Néanmoins, tout n'était pas rose. Avant le match contre Chicago, il était, d'après Brad Gagnon de Bleacher Report, il était déjà menacé de se faire bencher en interne, parce que son attaque est quand même 29e de la ligue. Et pourtant, on lui a fourni des armes. Calvin Ridley et Tyler Boyd qui sont arrivés en renfort de DeAndre Hopkins. Et encore plus fort, on a drafté un lineman, Jesse Latham, et puis on a fait venir Lloyd Cushenberry, le centre de Denver, qui était particulièrement bien considéré. Tout ça pour le protéger, ça semblait aller dans le bon sens. Et malgré tout, en 4 matchs, il a encaissé 15 sacs et 28 hits. Et c'est incompréhensible pour une ligne qui est censée avoir été renforcée. Je pense que ce qui aura été le baiser de la mort pour lui, c'est le pick six contre Chicago. Et puis, ce fumble dans la red zone contre les Jets, et les deux jeux se font dans des situations complètement improbables et suite à de très mauvaises décisions, enfin des moments de panique intergalactique qui lui ont donc valu cette fameuse remarque de son coach bien-aimé Brian Callahan qui lui a hurlé depuis la touche « What the fuck are you
doing pour les non-anglophones. Putain, qu'est-ce que tu branles Excusez-moi pour le langage, mais c'était l'esprit. Bref, un QB en grosse difficulté. Ou non, t'aurais pu dire oh là là, quelle affaire. Oh là là, quelle affaire. Mais ça, Perlipopette, qu'as-tu fait? Diantre, la peste m'estourbe. Un QB en difficulté qui fait de grosses erreurs mentales, une O-line à fort potentiel mais qui se met en danger en permanence en raison de son absence de cohésion. Pareil, il y a déjà des rumeurs de trade et moi surtout plus largement, je me pose une question. Je me demande si là, les Titans, ils n'ont pas ravi à Carolina le titre de plus mauvaise équipe de la ligue. Jordan, tu as une théorie, est-ce qui paraît intéressante sur Will Levis? Ah oui, exact. Oui, non, on j'ai peut pas une passer à théorie sur côté. Will Levis. C'est que moi, j'ai deux solutions. Soit en fait, ce mec a un jumeau maléfique qui l'interchange des fois sur certains plays, tu vois. J'adore, je prends, j'achète. Moi, j'achète la théorie du jumeau maléfique. Numéro 1. Mais l'option numéro 2, en vrai, c'est qu'en fait, ce mec a appris le foot US avec Madden et qu'en fait, genre, du coup, il pense qu'il y a des mouvements que tu peux faire dans Madden que tu peux faire aussi dans la vraie vie. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, il y a un truc qui s'appelle les lois de la physique et que du coup, ça ne marche pas. Non, mais attendez, parce que en réalité, des fois, ils tentent genre des passes, mais tu sais, des scoops ou ce genre de trucs, tu vois. En fait, mais tu vois bien qu'il y a un joueur entre toi et ton receveur et qu'en fait, ça ne passe pas à travers. Genre, c'est pas comme dans un jeu vidéo où il y a un bug de collision, tu vois. C'est vraiment. Enfin, et donc, vraiment, je ne comprends pas. Et donc, d'où êtes-vous la réflexion de Brian Callahan, what the fuck are you doing? Parce que des fois, tu as l'impression qu'il est possédé, quoi. C'est pas possible. Il fait des AVC, comme dirait Wei, qui fait des AVC de temps en temps. En revanche, pour sa défense, on lui a certes ramené des beaux noms, mais je vais être un peu désagréable avec, et pourtant c'est un joueur que j'aime beaucoup, avec Calvin Ridley et Ball d'une certaine manière. Je pense qu'on lui a ramené plus des noms que des talents. Voilà, certes, DeAndre Hopkins, Tyler Boyd, Calvin Ridley, ça fait un petit peu comme ça. Tu te dis, ouais, putain, c'est quelle équipe d'élite. J'ai quand même un peu l'impression que y en a quelques-uns qui sont un peu washed dans le lot. Hein. Bon, et deuxième problème que peut des fois rencontrer Will Levis, c'est que sa O-line est quand même vraiment pas très bonne. Sur le match face aux Packers, c'était flagrant. Des fois, le mec recevait le ballon, il avait à peine dans les mains qu'il y avait déjà 3 joueurs des Packers qui étaient prêts à lui sauter dessus. C'est compliqué dans ce genre de situation et pour n'importe qui, en fait, de tout simplement réussir à faire quoi que ce soit quand ton centre a décidé de bloquer absolument personne. Après, est-ce que là, on n'est pas alors dans toute proportion gardée hein, pour Will Levis, puisqu'encore une fois, Callahan a rappelé que de toute façon, il serait le titulaire dès qu'il reviendrait en santé, mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de cas Bryce Young quand même, où tu te retrouves avec le joueur qui te remplace, à savoir Mason Rudolph pour les Titans, qui parvient à faire gagner pour la première fois de la saison ton équipe. C'est pas Mason Rudolph qui fait gagner les. Non, c'est le jeu de course. Non, mais on est alors où c'est les Dolphins qui perdent le match, je le prends comme tu veux. Mais non, n'empêche que le fait est que quand Mason Rudolph est sur le terrain, les Titans repartent avec la victoire. Ouais, bon. Mais Mason Rudolph, il tient les rênes. Si tu prends par exemple le premier match contre Chicago, il faut quand même se rendre compte que le pauvre Will Levis, il fait pas un mauvais match. Sa special team décide déjà de se faire bloquer un punt, de prendre un touchdown. Donc, ça lui fait, ça fait un déficit de 7 points. Et non content d'avoir foiré une fois, il décide en plus de ça de rater un tackle à plusieurs et de reconcéder encore un field goal potentiellement facilement évitable, ce qui a porté à 10 points, on va dire, l'avance mathématique des Bears. Qui est franchement aurait pu être facilement évitable. Face aux Packers, il décide de récidiver et de se refaire bloquer un punt, alors qu'il a heureusement amène un touchdown d'ailleurs par la suite, même si c'est pas converti directement. Je suis désolé, et ils ont quand même fait passer la défense. Les Titans avaient quand même fait passer Malik Willis pour Lamar Jackson. Ou pour Adrian Peterson, je sais pas trop, mais c'était assez flagrant. Les mecs voulaient même pas essayer, quoi.
c'est compliqué dans ces situations, quand tu es quarterback, de faire quelque chose. Je sais pas si on peut imputer enfin, si on peut forcément imputer les défaites parce qu'il a quand même lancé des interceptions, des fumbles, etc. Mais bon, je suis pas sûr que le chantier numéro 1 des Tennessee Titans 2024 soit un quarterback. Tu mets un meilleur quarterback dans cette équipe, je pense pas que tu as un résultat fondamentalement différent. Yaya, ton avis sur Will Levis? Déjà, il y avait de gros soucis au moment... nutritionnel, déjà. Oui, alors, son amour pour la mayonnaise, les bananes avec la peau, il a fait le bad buzz avec ça. Maintenant, il sort un parfum avec odeur de mayonnaise. Banane mayonnaise. Mmh. Non, mais dès la draft, on savait qu'il y avait un souci. C'est pour ça qu'il n'a pas été choisi au premier tour. Donc, on savait que c'était... Mais il était potentiel, parce que c'était un gros buzz autour de lui. Et on savait qu'il avait un gros bras, mais on savait aussi qu'au niveau du QI football, ça ne suivait pas. Sinon, déjà, premièrement, il n'aurait pas été dans une université comme Kentucky. Alors, les Wildcats, j'aime beaucoup, mais c'est une fac de la SEC, mais surtout connue pour le basket. Ils ont quelques défenseurs, mais voilà, il n'aurait pas été dans ce programme-là. Et le fait qu'il y ait du bad buzz autour de lui, au départ du buzz, parce qu'il a mis avec son gros bras et qu'au combine, il a fait des choses, mais les entretiens individuels, visiblement, les retours qu'il y a eu, et c'est nos amis du trick play qui nous l'ont dit, ils n'étaient pas très très bons non plus. Donc voilà, pour pas dire autre chose. Donc après, concernant le joueur, il y a des joueurs des quarterbacks qui peuvent être pris à n'importe quel tour. Ils peuvent être passés les scouts peuvent être passés à côté. Bon, j'ai plus l'impression que du côté de Tennessee, un peu comme a dit Jordan, on veut d'abord reconstruire et on mettra un quarterback une fois que l'effectif sera un peu plus construit. Il a dit ça, Jordan? Mais donc, l'équipe, quand tu mettais n'importe quel quarterback, ça changerait rien. Bah, aujourd'hui, voilà, tu préfères avoir un rookie. Et puis voilà, t'attends que ça passe et tu construis pièce par pièce et tu finiras par mettre le quarterback. Est-ce que vous le voyez pouvoir justement s'installer comme un quarterback pendant de longues années à Tennessee, ou est-ce que à la fin de son contrat rookie, on passe à autre chose, quoi? Non, et même avant la fin de son contrat rookie, dès que l'équipe va reprendre du poil de la bête, parce qu'on parlait de cycle, après, ça ira. Là, faut pas oublier que les Titans, cette année, ils partent d'une page blanche, hein, quasiment. Exit Tannehill, exit Derrick Henry, exit le coach. Enfin bref, tout est reparti. Le coach défensif aussi, je crois. Voilà, donc tout est reparti de zéro, quasiment. Pour te répondre, je serais même pas tellement surpris. Il faudra voir le bilan effectivement des Titans à la fin de l'année, que s'ils sont assez hauts dans la draft, qu'ils sélectionnent un quarterback presque dès cette année. Voilà, s'ils ont la possibilité, je sais pas, de prendre un Jalen Milroe d'Alabama, un Quinn Ewers, je crois Carson Beck à Georgia ou quelque chose comme ça, je serais pas surpris de voir un quarterback débarquer du côté de... Tu cites pas Sanders? Je suis pas un expert de la NCAA, tu sais, donc je cite déjà ceux que je connais et c'est pas trop mal. Non, Sanders, le fils de Deion Sanders, qui a... Ah oui, le mec de Colorado. Ouais. Ouais, ok. Oui, non, pas le colonel Sanders qui fait du poulet, non, rien à voir. Hein. Non. Rien à voir avec ça. Ça n'a absolument aucun rapport. Alors, les amis, juste avant de refermer le podcast, deux petites infos que je voulais partager et dont on discute un petit peu avec vous rapidement. Alors, c'était pas prévu au programme, mais bon, que voulez-vous? L'actualité nous rattrape toujours. C'est un podcast débat, mais aussi actualité. On vient d'apprendre il y a quelques secondes, pour le coup, sur les
des informations toutes récentes à l'heure où nous on enregistre, que Jalen Phillips, le joueur des Dolphins, avait malheureusement une blessure qui mettait un terme à sa saison. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Dolphins qui ont déjà pas besoin de ça en ce moment. Vraiment, Seb, ça va très très mal du côté de Miami. Oui, c'est un euphémisme de le dire. Plus de quarterback, plus de Jalen Phillips, rien qui n'a plus l'air de tenir debout en fait. En 2 semaines, ils sont passés de contenders à... Tyreek Hill, tu es dans les conversations pour un éventuel trade aussi. Ah oui, d'accord. Ah, Ouais, il y a des rumeurs qui disent qu'il Oui. pourrait être tradé. Ouais. Oui, parce qu'ils vont avoir besoin de trouver du renfort quelque part s'ils veulent espérer sauver leur saison, parce que là, et c'est pas avec ce qu'ils ont montré lors de leur dernière sortie contre Tennessee, un match qui, je le rappelle, après visionnage, me donne encore des cauchemars et m'a presque donné envie d'arrêter le foot US tellement c'était horrible à voir. C'est pas avec ça qu'ils vont convaincre le monde. Ils sont passés là en 2 semaines de contenders à quasiment équipe matelas, quoi. Ils vont avoir la réputation d'une équipe sur laquelle tout le monde peut taper. Ouais. Et c'est pas ce qu'on attendait de leur part en début de saison, hein, tu me l'accorderas. Ah ouais, non, ça c'est clair. D'ailleurs, Mike McDaniel, qui disait qu'il comprenait les sifflets qui sont tombés, sifflets très forts, qui sont tombés du Hard Rock Stadium lundi. Oui, en même temps, on est en droit de les comprendre. Je crois que oui, en même temps, c'est un peu sûr. Franchement, Jordan, on sait même plus comment ils vont s'en sortir, les Dolphins. Niveau quarterback, Tyler Huntley, ça a pas eu l'air de mal. Alors, il sera propulsé encore titulaire pour la Week 5. Ça a pas l'air d'être fantastique. C'est du Tyler Huntley, quoi. C'est ce qu'on a. Tim Boyle, bon, on va pas trop lui faire confiance. Skylar Thompson, voilà. Ça devient très très compliqué pour eux quand même. Ouais, de toute façon, je pense que malheureusement, c'est pas l'extra sportif, mais on va dire les blessures ont un peu d'ores et déjà scellé leur saison. D'autant plus que les Bills et les Jets tournent pas trop mal, donc c'est d'autant plus compliqué quand tu es dans une div compétitive d'aller chercher une post-season, tu vois. Je sais pas quoi en retenir. C'est vrai que Jalen Phillips, c'était un très bon linebacker. C'est quand même dommage qu'il se blesse. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Voilà, hein, maintenant c'est le lot de toutes les équipes d'avoir des blessures. Il faut composer ton roster avec. Hein. Oui, mais c'est justement peut-être là la grosse erreur en fait des Dolphins dès le début de saison, c'est de pas avoir prévu que Tua Tagovailoa pouvait se blesser, d'avoir pris un backup sans vouloir porter offense à Skylar Thompson, hein, mais un backup qui tient la route, si j'ose dire. On voit chez les Browns, il y a Jameis Winston, même chez les Colts, il y a Joe Flacco. Enfin bref, tu vois, t'as des joueurs qui sont capables d'être backup, qui sont des backups de profession, tu vois, quasiment. Et c'est et de s'être dit bon bah on ira avec Skylar Thompson alors que tu connais le potentiel de blessure de Tua Tagovailoa, ça me semble être un choix quand même qui sont en train de payer aujourd'hui, hein, de toute façon. Deuxième actu, forcément c'est l'actu du moment, c'est Davante Adams qui a demandé à être tradé. C'est toi non, si. Ah bah si. Il a fait savoir à son équipe qu'il voulait être échangé. Non, il a dit qu'il ne serait pas contre un échange. Non, il a dit qu'il voulait un échange. C'est pas pareil. Hier soir, enfin mardi soir, il a dit qu'il voulait qu'il préférait être échangé. Voilà. Oui, bah. Voilà, c'est jouer sur les hauts. Ah, je demande pas à être échangé, je préfère être échangé. Bon. Enfin, bon, il veut se barrer, quoi. On va simplifier la chose, hein, très clairement. De toute façon, sa blessure, déjà beaucoup disaient que ça ressemblait bien à une blessure plus ou moins diplomatique. Donc voilà. On sait que depuis quasiment un an, de toute façon, Davante Adams chez les Raiders, c'est compliqué. C'était toi, il y avait dans le podcast AFC West qui avait dit dans tes prédictions que tu voyais Davante Adams être tradé avant la trade deadline, non? C'était pas toi? Oh, c'est possible. Je peux avoir dit. Il y a quelqu'un qui t'a dit, je sais, il me semble que c'était toi, mais. C'est tout à fait possible. Et il y a 4 équipes qui seraient sur le coup avec plus ou moins de cap space.
les Steelers, les Jets, les Cowboys et Washington. Alors voilà, ça c'est les équipes qui se sont dit plus ou moins intéressées. Alors les Cowboys, tout à l'heure Mike McCarthy disait qu'il était très content avec son groupe de receveurs et qu'il voulait pas en ajouter. Donc voilà. Oui, enfin, c'est pas lui qui décide, hein, c'est Jerry Oui, Jones. non, bien sûr. Mais bon, t'as les Steelers. De toute façon, ceux qui tiennent la corde, c'est les Steelers et les Jets pour l'instant, avec une grosse préférence pour les Jets, puisque il y a Aaron Rodgers et forcément la connexion Aaron Rodgers, Davante Adams, voilà. C'est la famille. Voilà. De toute façon, Davante Adams a dit, d'après Adam Schefter, que son choix ce serait soit les Jets, soit les Saints. Donc en gros, comprenez, jouer pour avec Aaron Rodgers ou Derek Carr. Voilà, comme ça au moins le truc est clair. Sachant que chez les Saints, il y a 3 millions de cap space. Hein. Donc, autant vous dire qu'on fera pas rentrer le contrat comme ça Davante Adams dans le truc, sachant qu'il lui reste 13 millions à payer rien que cette année. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et je crois que les Jets ont encore 16 millions de cap space, si je dis pas de bêtises. Donc eux, ils peuvent faire rentrer le contrat. Oui, ils peuvent faire rentrer. Ils ont 17,8 millions. 17 millions, donc ils peuvent faire rentrer le contrat. Tout semble être coché pour qu'ils finissent chez les Jets, non, Sam ? Ça a l'air déjà, alors je vais te faire part de mon grand étonnement de savoir que Davante Adams. T'es tombé de ta chaise. Ah, mais les bras m'en sont tombés quand j'ai vu cette news dans la journée. Je me suis dit, mais ça alors, Davante Adams n'est pas satisfait de son sort à Las Vegas. Mais c'est incroyable, je suis tout époustouflé, dis donc. Non, après, honnêtement, ça couvait quand même depuis un bout de temps. On sait qu'il était parti chez les Raiders pour jouer avec Derek Carr. Bon, vraisemblablement pour des raisons financières, ça ne pourra pas se faire à la Nouvelle-Orléans, à moins que les comptables fassent un petit peu de magie. Alors, ils font déjà des miracles à chaque intersaison. Voilà, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, hein, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont, si on va leur demander d'ouvrir le vrai livre de compte, tu sais, pas celui qui présente à la Ligue, celui qui est dans le coffre. Cette année, au moment de passer le cap space, je crois que c'est avant de restructurer Tyrann Mathieu ou des Mario Davis, je ne sais plus. Il y avait un cap space qui était juste au-dessus de la limite à $4,000. Genre le mec il a bouclé son budget, tu vois, il a acheté une boîte de petits pois à la fin du mois pour finir de manger, quoi, tu vois, c'est vraiment le truc. Je suis à 0 sur le compte, les gars, je peux plus. Là. Et encore, en vrai, en plus, je crois que cette année, le cap space avait été il a été bien augmenté de 30 millions pour soi-disant l'année Covid. Et je ne serais pas surpris qu'en réalité, ce soit pour éviter tout simplement que certaines équipes, dont les Saints, se retrouvent dans l'embarras de, en fait, matériellement ne pas pouvoir honorer leur contrat. C'est pour ça que je n'imagine pas une seconde, après je peux me tromper, je n'imagine pas une seconde qu'il puisse caser un contrat de 13 millions, ou alors Davante Adams a très envie de venir jouer à la Nouvelle-Orléans et il restructure complètement son contrat. Mais en plus, il faut rappeler que c'est 13 millions cette année, et alors j'ai plus les détails, mais c'est plus de 30 millions l'année prochaine et encore plus l'année d'après. Hein. Faut regarder, c'est un contrat énorme Davante Adams. Donc faut voir aussi comment tu le prends parce que ça va compter sur le cap space des années suivantes aussi. Hein. Oui, mais ils auraient pu faire l'effort s'ils n'avaient pas été à 2-2. Ils auraient gagné. Ils seraient à 4-0. Ouais, à 4-0 peut-être, à 3-1, je suis pas sûr. Bah, à 4-0, moi je pense que c'était jouable. Hein. À 4-0 peut-être. 4-0, même à 3-1, tu perdais pas ce week-end ou tu perdais pas contre. Non, parce que là, clairement, la saison des Saints, elle est pas fichue. Hein. Quand tu vois le calendrier de la deuxième partie de saison, ils peuvent encore largement se qualifier en play-off. Mais tu te dis, franchement, faire rentrer un contrat, là, c'est faire rentrer un rectangle dans un rond. Hein. Franchement, ça va être compliqué. Je suis en train de regarder. Là, il y aurait 44 millions de cap hit l'année prochaine. Ouais. Et sur une base de 35 l'année prochaine à mettre. Ouais, c'est ça, c'est 35 millions sur Davante Adams l'an prochain. Et l'année d'après, c'est encore plus, je crois. Non, c'est toujours la même chose. Et c'est en 2027 qu'il est restricted free agent. Ouais. Donc c'est un truc. C'est un gros contrat. Hein. C'était un contrat fait pour être tradé puisque il augmente notamment les 2 dernières années.
Donc en fait, c'est surtout Las Vegas qui veut pas payer l'année prochaine non plus. Donc, et puis bon, il faut quand même récupérer ça. Après, il va être restructuré le contrat, je pense, de toute façon. Mais pour qu'il puisse savoir ce qu'il veut, il va restructurer son contrat de toute façon. Mais n'empêche que, voilà, lui semble vouloir partir. Les Raiders sont pas l'air spécialement contre, hein, comme tu le disais, Yaya, de le laisser partir. Ils ont demandé un deuxième tour de draft en échange, ce qui est pas une demande incroyablement. Je crois qu'il a été, visiblement, d'après les rumeurs, il y a un deuxième et un troisième tour de draft qui ont été proposés. Ouais. Alors il y a des équipes qui sont déjà un truc, et ce qui est drôle, c'est qu'avant qu'on apprenne que Davante Adams annonce qu'il préfère être échangé, il y avait eu déjà des informations comme quoi les Raiders avaient déjà sondé plusieurs équipes de la ligue pour un potentiel trade. Donc voilà, ils avaient déjà fait du démarchage téléphonique pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient l'envoyer, quoi. Moi, je pense que ça va se faire assez rapidement, hein. Ça va pas attendre le 5 novembre, à mon avis. Ça traîne depuis quelque temps. Mais il y a des receveurs de ce niveau, c'est forcément réclamé. Ah oui, ça c'est certain. Et chez les Jets, vous le voyez bien, Ça semblerait. Les Jets ou Steelers? Alors, moi, je pense que les deux sont de bons landing spots. Alors, les Jets d'abord parce qu'ils retrouveraient Aaron Rodgers, et les deux équipes sont plutôt compétitives, en fait. Et à mon avis, c'est ce qu'ils recherchent. Pas tant à gagner un titre, mais au moins d'avoir une chance de gagner un titre, ou au moins d'aller en play-off. Et sur ce plan-là, alors si on met de côté l'aspect financier, bien sûr, New Orleans serait également très bien placé actuellement, plutôt pas mal placé. Mais c'est deux landing spots qui feraient sens. Alors, on a beaucoup parlé des Chiefs aussi de Kansas City, qui rival de division, qui sont blessés, qui ont beaucoup de blessés. C'est un rival de division et ils ont à peu près le même problème. Alors, je sais pas si tu as les cap space sous les yeux, Yaya ou Seb, non. Mais les Chiefs sont à peu près comme les Saints, hein. Je crois qu'il y a 4 millions de cap space disponibles ou quelque chose comme ça. Dans mes souvenirs, leur cap space, c'est pas très très important. Ouais, donc c'est pas énorme non plus. 4,6 millions. Pardon ? 4,6 millions de cap space. Voilà, donc pareil, pour faire rentrer le contrat de Davante Adams, ça va être très compliqué. En plus, comme tu l'as dit, on rajoute une autre difficulté, c'est que il n'a jamais joué avec Patrick Mahomes, et visiblement il préférerait jouer avec un quarterback qu'il connaît. Et une troisième difficulté, c'est que c'est un rival de division. Donc ça commence à me faire beaucoup pour les Chiefs, hein, je crois. Après, moi, je connais une franchise qui est Californie du Nord, qui a 56 millions de cap, et enfin bon. Oui, et moi je connais une franchise. J'allais dire, je connais une franchise qui a envoyé son running back chez un rival de division. Oui, il y en a. Il y en a même certains qui ont envoyé un linebacker de très grand talent chez le rival de division. Patrick Quinn, si tu nous entends, je t'embrasse. Bon, ça arrive, hein, les échanges chez les rivaux de division. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous, on a récupéré Denis Allen des Falcons. Bon. Voilà, je suis pas sûr que ce soit le plus grand talent qu'on ait gagné. Vous en vantez pas trop, les gars, vous en vantez pas trop. C'est plus un cadeau empoisonné que... Bon, c'est un autre problème. C'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait notre ami Waïk. Chaque cochon a son samedi. Chaque cochon a son samedi, tout à fait. Les amis, avant de refermer, comme d'habitude, le podcast, on va quand même faire le programme de cette prochaine semaine de compétition. Alors, comme d'habitude, les matchs sont à suivre chez nos amis de beIN Sport, notamment, que ce soit le Red Zone, que ce soit les matchs en prime time. Alors, je sais pas qui commente quoi, hein, mais bon, ils vont se débrouiller entre eux, ou vous suivez les comptes de beIN Sport, vous allez trouver l'information. Ou de Lionel Buton. Ou de Lionel Buton, et vous trouverez l'information. On commence cette 5e semaine de compétition avec un match entre les Falcons et les Buccaneers. Ce sera le Thursday Night Football, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, un duel de NFC Sud avec Kirk Cousins en prime time. Autant vous dire que ça vaut le coup de se lever à 2h du matin. Ensuite, on aura le premier match à Londres de cette saison. Ce sera à 15h30 dimanche, les Vikings du Minnesota qui reçoivent les Jets de New York. Alors peut-être que Davante Adams va attendre une semaine supplémentaire avant de signer chez les Jets pour éviter de devoir se farcir le voyage à Londres. Ensuite, le dimanche à 19h, ce sera les Bears qui recevront les Panthers dans un choc absolu de la NFL, un match à ne manquer sous aucun prétexte. S'il pouvait pleuvoir et avoir un peu de boue dans ce Chicago-Carolina, je crois que ça vaudrait tous les matchs du monde.
Nous avons aussi les Bengals de Cincinnati qui vont recevoir les Ravens de Baltimore. Ça, par contre, ça risque d'être beaucoup plus sympathique à suivre. Les Texans qui reçoivent les Bills, ce sera le match à suivre en intégralité sur M6+. Les Jaguars qui reçoivent les Colts. Bon, c'est le moment ou jamais pour gagner pour les Jaguars, hein, sinon ça c'est fini. Les Patriots qui vont jouer contre les Dolphins. Est-ce qu'on tiendrait pas là l'un des matchs de la semaine? Ça va être quelque chose. Ouais. Patriots Dolphins en duel de div. Moi, je vous dis, les amis, ça va envoyer du petit bois. Ça va être sympathique. Alors attention, on est à tout moment. Wake. Il peut y avoir un touchdown. Il peut s'enflammer, Wake. Mais c'est pas sûr qu'il y en ait un non plus. Ça peut finir en 6-3, cette affaire. Les Commanders qui reçoivent les Browns de Cleveland, les Broncos qui reçoivent les Raiders, duel de division là aussi AFC West, les 49ers qui reçoivent les Cardinals, les Rams qui accueillent les Packers, les Seahawks qui reçoivent les Giants, bon bah on sait déjà que Seattle a une victoire en plus, les Steelers qui reçoivent les Cowboys de Dallas, ça c'est dans le cadre du Sunday Night Football, et le Monday Night Football se jouera à Arrowhead entre la meilleure équipe de la NFL et les Chiefs de Kansas City. Donc, bien entendu, les Chiefs contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, vous aurez évidemment complété par la franchise qui convenait, hein, puisque vous Donc, êtes les des Chiefs, dernière équipe invaincue alors. Alors, bah, déjà, techniquement, ils ont plus de chances que les Vikings puisqu'ils jouent après. Oui. Déjà, donc mathématiquement, ils ont plus de probabilités. En plus, s'ils battent les Saints, si les deux finissent par gagner, les Chiefs sont en bye week la semaine prochaine. Donc, encore une chance en plus, tu vois. Bon, bref, il y a des chances qui s'accumulent pour les Chiefs, effectivement, pour qu'ils finissent derrière équipe invaincue. Oui, mon Jordan? Non, mais ils vont battre les Saints. Hein. Je rappelle que quand même... Parce que j'ai entendu beaucoup de trucs, contender, nanani, nanana. Là, ça fait 2 matchs, les Saints sont plus contenders. Hein. Ils marquent pas plus de 20 points. Alors, si on en a mis plus de 20 contre Atlanta. Hein, je te rappelle. Ouais, 22. Non, 24. 24. Bon. Tant pour moi. Je non, rappelle voilà. que les Saints sont la meilleure équipe des 59 premières minutes de la saison. De la NFL, tu vois. C'est-à-dire que si on joue le match que 59 minutes, on est à 4-0. Ouais, je dis ça, je dis rien. Mais enfin bon, c'est comme ça. Oui, oui, mais bien sûr. Et si machin et la lune gibbeuse et tutti quanti aussi tant qu'on y est. Donc, oui. Refuse de répondre, Seb, c'est une bonne idée. Nous allons clore ce podcast là-dessus avant que tout le monde se tape dessus. Le groupe rappelle, le groupe Bibien rappelle, vendredi à 22h, on se donne rendez-vous pour la preview de la Week 5. Ce sera avec Wake, ce sera avec Bertrand, on va parler fantasy paris sportif. Ce sera sur Twitch à 22h. Et bien évidemment rediffusé tout le week-end prochain sur votre plateforme d'écoute préférée. On salue comme d'habitude tous les copains aussi, on salue Waïk, on salue Nathieu, on salue Kachou, on salue tous ceux qui nous sont fidèles et vous tous qui nous écoutez pendant toutes ces semaines et on vous remercie une nouvelle fois. Merci Jordan, merci Jaco et Mehdi, mes compagnons new-yorkais. Tout le monde. Salut Yaya, salut Jordan, salut Sem, merci à tous d'avoir été avec nous. On se dit à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.